Le Sénégal. Le Sénégal, c'est ce pays d'Afrique situé sur la côte ouest. Les habitants s'appellent les Sénégalais, ça c'est leur drapeau, ça c'est leur président, et ça c'est leur spécialité locale. Leur fête nationale c'est le 4 avril, ils sont 17 millions d'habitants et la superficie du pays est de 196 712 km². Leur capitale c'est Dakar, leur biome est principalement constitué de savanes, de mangroves et de forêts. Mais qu'en est-il réellement de ce pays? Pour le découvrir, on va faire venir Biran, entrepreneur sénégalais de 31 ans. Il va un peu nous expliquer le game de l'entrepreneuriat dans ce pays. Super. Salut Biran, tu vas bien? Salut Robin, La forme? je vais bien. Ah, trop bien. Écoute, là on est à Sofia, capitale de la Bulgarie, donc Millennium, grand hôtel. C'est la première fois que tu viens là? C'est la première fois. T'aimes bien? Ouais, ça va. C'est comment? Si tu devais décrire un, deux, trois mots. Non, c'est assez cozy, open et moderne comme lieu. Ah, c'est cool, hein. Yeah. Sympathique. Hein. Yeah. Bon cadre pour une petite interview. C'est ça. Mais écoute, Biran, moi je te connais. Peut-être que ta famille te connaît, en tout cas pour l'instant. Du coup, présente-toi rapidement, d'où est-ce que tu viens, comment tu te décrirais, quels sont tes objectifs un petit peu, qu'est-ce qui fait ta particularité dans ce monde-là? Ok, moi je m'appelle Birano de Salam, donc j'ai 31 ans, je suis africain du Sénégal. Ok, Je suis passionné par l'entrepreneuriat, par l'innovation, par la technologie. J'ai beaucoup travaillé dans l'accompagnement des porteurs de projets, notamment dans la tech en Afrique de l'Ouest. J'ai fait des études en communication, un master en communication, une spécialisation en technologie numérique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est une université qui est orientée vers le développement, dont le slogan développement de manière globale. L'objectif c'était de former des cadres pour accompagner le développement de l'Afrique. Donc, le slogan de cette université c'est l'excellence au service du développement. Donc c'est là où j'ai été formé, j'y ai passé 5 ans. ok. De quel âge à quel âge? J'ai eu mon bac en 2011. Ok, J'avais 19-20 ans. Je suis resté au campus jusqu'à 24 ans quand j'ai eu mon master. c'est ça au Sénégal. Tout ça au Sénégal. Et j'étais un étudiant très engagé. Donc j'étais dans le mouvement associatif. J'étais chargé de communication de l'Assemblée des jeunes francophones. J'ai fait beaucoup de choses à l'université. Donc je me suis formé intellectuellement, socialement, mais j'avais un fort accent sur l'engagement associatif. C'est ça Ça m'a. représente quoi l'engagement associatif? Bah, d'ailleurs, engagement associatif par rapport à quoi? Par rapport à l'université, par rapport à l'entrepreneuriat? Oui, en fait, l'université, c'est un milieu où on apprend à prendre des responsabilités. Ouais. Donc, on dit l'université, Toi, c'est c'est quoi tes responsabilités? moi, mes responsabilités, au-delà de mes études, ça c'est un objectif académique, c'était de servir en fait ma communauté D'accord. en m'engageant dans des Qu'est-ce que tu structures. as fait ta communauté? Ma communauté, c'est les étudiants de mon université qui sont organisés via des structures. Ma communauté, c'est ma ville de Saint-Louis. Donc, j'ai fait partie de l'association des blogueurs de la ville de Saint-Louis, Ok. donc qui crée un peu de l'information autour des problématiques de la ville, comme l'avancée de la mer, comme la protection de l'environnement, comme des sensibilisations sur la citoyenneté, des thématiques comme ça. J'étais engagé dans ce mouvement-là et également dans l'Assemblée des jeunes francophones qui regroupait l'ensemble des jeunes de l'espace francophone mondial. Et on avait une cellule au Sénégal dont j'étais le chargé de COP. Donc cet aspect engagement, pour moi, ça forge parce que ça aide à prendre des responsabilités, à savoir conduire des réunions, savoir écrire des comptes rendus et à apprendre en fait des compétences professionnelles pendant qu'on est encore étudiant. Donc ça nous prépare à la vie professionnelle. C'est-à-dire que pendant la faculté, pendant l'université, là, tu as pu un petit peu comprendre la vie, la responsabilité, etc. Et donc, tu as acquis des compétences qui allaient te permettre plus tard, donc, dans ta vie d'adulte, dans ta vie d'entrepreneur, de mener à bien tes projets. Exactement. Non seulement des compétences, mais je dirais une ouverture d'esprit. Donc quand tu es engagé, tu passes à des... L'ouverture d'esprit, c'est le fait de pouvoir accepter l'autre. On dit la communication, c'est prendre le risque de l'autre. C'est l'altérité. C'est-à-dire
découvrir une personne qui est différente de nous. Et ça, il faut de l'ouverture d'esprit pour aller vers l'autre. Il y a le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, il parlait d'enracinement et d'ouverture, c'est-à-dire être enraciné dans les valeurs africaines et être ouvert au monde. Quand je rencontre Romain, que je puisse échanger, communiquer, discuter avec Romain et que chacun d'entre nous puisse apporter ce qu'il a comme valeur, comme principe, comme culture, comme richesse intellectuelle, morale et culturelle. D'accord. Ça, c'est très intéressant. L'idée par rapport à ça, c'est intéressant ça. Être enraciné donc, dans l'Afrique et être ouvert au monde. Là, on va parler un petit peu de l'enracinement de l'Afrique, du Sénégal, parce que du coup, c'est ton pays natal. C'est la première fois qu'on s'est vu, tu m'avais fait un petit tour du Sénégal, un petit tour historique, culturel, social. Le Sénégal, déjà, d'un point de vue technologique, innovation, confort, on va dire, confort de vie, par rapport à ce qu'on peut avoir en Occident, ça en est où? Bon, disons que côté technologie et innovation, le Sénégal est l'un des pays au niveau de cette zone, Afrique de l'Ouest, qui est l'un des plus en avant. Avec la Côte d'Ivoire, c'est les deux pays tête de pont au niveau de cette zone. Donc, on a un écosystème entrepreneurial assez dynamique. Ça s'est créé petit à petit parce que moi, vers 2015, quand je sortais de l'université, on commençait déjà à noter la mise en place d'incubateurs au niveau des universités. Et ces incubateurs-là, c'était des centres d'entrepreneuriat, de créativité qui permettent aux étudiants, alors qu'ils étudient, de venir dans une structure, de bénéficier d'accompagnement, de formation, de suivi technique pour pouvoir commencer à monter des idées de projet déjà. Donc c'est comme ça, pour moi, que l'écosystème entrepreneurial au Sénégal a commencé en fait, à se créer petit à petit au niveau des universités déjà publiques, avec l'implantation d'un certain nombre d'universités, avec des partenaires étrangers. Par exemple, à l'Université de Saint-Louis, ça s'est fait avec EquiPUPS, donc c'est une structure d'accompagnement de l'entrepreneuriat qui est basée au Canada. Et c'est ça qui a permis aux étudiants de commencer à s'initier à l'entrepreneuriat, à se dire, à changer de paradigme en fait, à se dire non, je ne vais pas finir mes études pour aller travailler dans la fonction publique, mais je peux également finir mes études pour aller entreprendre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir des étudiants sortir de l'université et commencer à monter des startups, à monter des projets. On l'a vu dans plusieurs secteurs. Je peux citer l'exemple de Baicedo dans le secteur de l'agritech, qui est une plateforme qui met en relation des investisseurs et des agriculteurs sur le terrain pour permettre aux agriculteurs qui n'ont pas les moyens de financer leurs projets agricoles d'avoir accès à des ressources pour financer leurs projets agricoles et les développer. Donc cette personne-là, par exemple, c'est un entrepreneur qui a commencé à entreprendre dès le moment qu'il était à l'université. Donc après, ça a beaucoup évolué. On a eu beaucoup d'autres incubateurs. Ça a commencé par Dakar. On a eu le CETIC Dakar, qui est le premier incubateur dans le plastique en Afrique francophone. On a eu Synapse Center. On a également eu d'autres incubateurs dans les business schools. Et ça a évolué. Donc ensuite, il y a une dynamique importante, c'est l'arrivée des investisseurs. Quand ils se sont rendus compte du dynamisme entrepreneurial du pays, ont commencé à venir chercher des startups où ils peuvent investir en fait. Et donc, principalement des États-Unis. Disons que l'investissement en Afrique, ça vient globalement des États-Unis. Après, tu peux avoir des fonds qui sont backés par des organismes comme l'AFD, comme USAID et comme d'autres structures qui sont des acteurs de développement qui développent des fonds pour financer des startups. Il y a également AFC qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, International Finance Corporation, qui finance également des startups en Afrique. Ok, donc c'est-à-dire que finalement, au Sénégal, en tout cas, déjà ta génération et notre future génération est très portée sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, sur l'avenir, etc. C'est pour ça qu'ils ont donc qui poussent, c'est-à-dire les jeunes, la jeunesse, à se développer là-dedans. Et quand on dit ça, donc il y a des investisseurs étrangers, c'est qu'il y a des projets qui naissent, c'est très florissant. Non, c'est tout ça, parce que l'écosystème entrepreneurial, quand on parle d'écosystème, en fait, c'est un ensemble d'acteurs qui travaillent ensemble pour atteindre un certain nombre d'objectifs. L'écosystème entrepreneurial, c'est un tout. Donc, tu as l'État. L'État du Sénégal accompagne beaucoup les entrepreneurs. Je vais juste donner deux exemples. Le premier exemple, c'est au niveau réglementaire. Le Sénégal a adopté la Startup Act. Donc, c'est
une loi qui donne un certain nombre d'avantages et d'incentives à des jeunes qui veulent entreprendre, créer des entreprises dans la tech, notamment le fait de ne pas payer des impôts comme le ferait une grande entreprise. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important et qui encourage en fait les jeunes à créer des entreprises dans le pays. L'autre aspect, le Sénégal a créé une structure qui s'appelle la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER, où moi-même j'ai travaillé en tant que chef de projet innovation. Et cette structure-là, son rôle, c'est de financer en fait les projets des jeunes et des femmes. Donc c'est une structure qui est dotée d'un budget de 30 milliards. Et la première année, en 2018, sur les 30 milliards, il y avait 3 milliards qui étaient réservés aux startup tech. Donc ça, c'est un effort extrêmement important d'un État pour encourager l'entrepreneuriat au niveau du pays et également favoriser la création d'entreprises. Et comme bénéfice ou avantage que ça peut avoir pour le pays, ça va attirer en fait beaucoup plus d'investisseurs. C'est comme ça que le Sénégal s'est positionné dans la zone comme l'un des leaders en termes d'entrepreneuriat, de financement de projets, mais également juste en termes d'environnement économique qui attire des investisseurs et des porteurs de projets. Est-ce que toi tu penses que le Sénégal c'est un petit peu l'avenir de l'Afrique, voire du monde? Le Sénégal, avril de l'Afrique. Bon, disons que sur le côté de la technologie, le Sénégal a un bon positionnement. Tu peux nous donner quelques exemples d'innovations technologiques ou de technologies qui se développent là-bas? Oui, je peux donner beaucoup d'exemples. On va aller sur 3. L'un des exemples, l'un des segments de marché, l'un des secteurs les plus en vogue, c'est la fintech, c'est tout ce qui est transfert d'argent entre personnes. C'est un secteur qui est très développé au Sénégal et il y a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées dans ça. Et tu dois normalement avoir entendu parler de Wave, donc qui est une fintech qui est présente au Sénégal et dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine. On a des acteurs comme Orange Money qui sont backés par des telcos en fait. Orange a créé Orange Money, Free, qui a été racheté par un acteur français, Xavier Niel, à Free Money. Et on a d'autres acteurs comme Calpay, comme Centralis, etc. qui sont présents dans ce segment de marché parce que ce qui explique le boom ou le potentiel de ce secteur-là, c'est que tout le monde a un smartphone en Afrique. Et de plus en plus, les gens utilisent leur téléphone pour faire des transactions financières. Donc, c'est ça qui explique le potentiel de la fintech. Et à un moment donné, c'était l'un des domaines qui levait le plus de fonds en Afrique. Maintenant, il y a une certaine forme de concurrence entre la fintech et la climate tech. La climate tech, tout ce qui est green tech, les technologies vertes. On rappelle rapidement ce que c'est la fintech. Donc la fintech, le mot fintech, c'est une sorte de contraction entre la finance et la technologie. Donc c'est ça. En Afrique, il y a eu un boom extrêmement important. Ça a commencé au Kenya avec M-Pesa et ça s'est développé au fur et à mesure. On a vu d'autres acteurs dans d'autres zones du continent, comme Wave en Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui une licorne, c'est-à-dire qu'elle a une valuation qui dépasse le milliard de dollars. Donc ça montre à juste titre le potentiel de ce secteur-là. Qui continue d'avancer, où il y a des acteurs qui se positionnent de plus en plus. Il y en a certains qui assument un positionnement sur un segment de marché bien précis. Par exemple, tu vas trouver des acteurs comme SudPay qui développent des solutions de paiement uniquement pour le transport. Voilà, quoi, c'est quelque chose qui est en vogue et qui va évoluer et qui suscite beaucoup l'appétit des investisseurs. La fintech, donc tout ce qui va être finance en Afrique. Finalement, on avait parlé du téléphone qui allait vraiment être créé spécialement pour cette zone-là. Tu peux nous en parler un petit peu plus que c'est pas le smartphone? Oui, en fait, ce smartphone-là a été créé par une entreprise qui s'appelle Mobile Ecosystem, qui est dirigée par Christian Massoji, qui est un Congolais, originaire de la RDC, République démocratique du Congo, qui a fait carrière en France dans les telcos, etc. Il a bossé pour Sony. Et il a mis en place ou structuré, en fait, monté, développé un smartphone spécialement conçu pour l'Afrique et les Africains. L'idée, c'est
via ce smartphone-là, d'offrir un portail et via ce portail-là, avoir accès à des services qui correspondent aux besoins en fait, des populations africaines. Donc, c'est un smartphone qui va comporter un portail et dans ce portail-là, on va avoir des briques bien précises. La partie e-news où l'utilisateur va avoir accès à des informations ou à des sites d'information. La partie e-health où il va avoir accès à des applications pour la santé. Par exemple, la plateforme Ion au Sénégal, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de faire le suivi de leur dossier médical. Donc, on va te mettre cette application-là dans cette brique e-santé. Tu vas avoir la brique FinTech où l'utilisateur va avoir accès à toutes ces applications pour faire du paiement, son application de mobile banking, son application FinTech de transfert d'argent, etc., etc. Et tu vas avoir des briques comme ça. On va avoir une brique agritech où les agriculteurs africains vont avoir accès à des applications qui leur donneront des informations sur les pratiques culturelles, des choses comme ça. Donc l'idée c'est de plugger, l'idée c'est d'être un portail ouvert pour pouvoir plugger un ensemble de services qui correspondent aux besoins des Africains, mais que ce soit basé en fait sur de la technologie, sur du smartphone, parce que c'est ça qui est accessible. Si on voulait le faire avec une machine, tous les Africains n'ont pas de machine, mais tous les Africains ont aujourd'hui un smartphone. Donc l'idée c'est de leur offrir un smartphone fait par des Africains, pour les Africains, et au sein duquel il y a un ensemble de services qui répondent à leurs besoins de base. L'idée c'est de faire en sorte que l'Africain devienne un acteur de développement économique, qu'il passe de l'informel au formel, mais ensuite qu'il ait une identité virtuelle unique. Et cet aspect-là, il est extrêmement important parce qu'il va permettre d'avoir une meilleure traçabilité des gens. Intéressant. Je sais pas FinTech, c'est le téléphone. Tu as un troisième exemple, c'est l'innovation qui développe vraiment au Sénégal, en Afrique. Je pense que tout ce qui touche au e-commerce et à la livraison, ça marche beaucoup. Je pourrais même remonter un peu plus loin en parlant de l'agritech, parce que c'est une même chaîne. GreenTech, on va vraiment parler spécifiquement. Mais... Bon, je disais agritech, okay. Agriculture, genre okay. Production agroalimentaire, transformation, vente via une plateforme e-commerce, ensuite paiement via une fintech et livraison via une application de livraison. Donc ça veut dire que la technologie peut se positionner au niveau de toute cette chaîne, depuis la production d'un produit agricole qui peut être une tomate, oignon, ce que tu veux, du riz, etc., de la mangue, des fruits et légumes, jusqu'à leur transformation dans une usine, des clients qui restent chez eux et qui peuvent commander ces produits-là via une application e-commerce. Ensuite, ils payent via une application fintech. Ensuite, il y a l'acteur de livraison qui vient livrer le produit. Toute cette chaîne de valeur-là, des plateformes tech peuvent se positionner. Et je pense que de plus en plus, les gens doivent regarder les choses comme ça et essayer de stabiliser en fait des modèles économiques avec des acteurs qui travaillent ensemble mais qui sont positionnés sur toute la chaîne. Donc, il y a des acteurs importants comme Africamart qui sont positionnés sur ces éléments-là. Donc, tout ce qui touche à la digitalisation de l'agriculture, à la commercialisation des produits agricoles, ce qui touche à la livraison. Pour la livraison, je donnerai l'exemple de Yobonte Express, qui est une start-up très connue au Sénégal et qui est positionnée sur beaucoup d'autres pays en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, etc., qui permet de livrer des colis entre un pays africain et un autre pays africain. Donc ça veut dire que les écosystèmes se créent. Ce qui reste maintenant, c'est de les connecter et de faire en sorte que les gens puissent être positionnés sur des chaînes de valeur et que par rapport à ces chaînes de valeur-là, les modèles économiques soient stabilisés. L'idée, c'est pas de dire qu'on va créer une holding et la holding va avoir une entreprise agro, une entreprise fintech, une entreprise e-commerce, une entreprise de livraison. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que l'entreprise qui fait de la production agro, celle qui fait de la transformation agroalimentaire, celle qui fait du e-commerce et celle qui fait de la livraison, qu'elles puissent travailler ensemble. Si elles travaillent ensemble, elles vont stabiliser un modèle qui, pour moi, sera basé sur la réduction des coûts. Parce que quand les gens travaillent ensemble, ils peuvent réfléchir à comment abaisser les coûts pour le client final. Et quand ils le font, ils se positionnent bien par rapport à la concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, c'est qu'on va créer de grands holdings africains qui vont pouvoir concurrencer, pour rejoindre ta question, qui vont pouvoir concurrencer
des majors étrangers qui sont présents dans le marché. Non, ok, mais pas d'individualisation, mais de l'autonomie. C'est de l'autonomie, c'est de la collaboration et de la co-création. C'est un terme extrêmement important. C'est le fait de dire que les gens ne travaillent pas seuls dans leur coin où ils font leur petit chiffre d'affaires, mais qu'ils essaient de voir entre entreprises sénégalaises, entre startups sénégalaises, entre entreprises africaines, entre startups africaines, comment ils peuvent collaborer pour créer de grands champions, pour créer de futures licornes en Afrique, dans la tech. Et ça, c'est possible. Parce qu'ils ont le marché, en fait. Ils ont le marché. Il y a le marché, il y a cette envie, il y a cette volonté. Qu'en est-il de la crypto-monnaie en Afrique, au Sénégal? Parce que, tant mieux, mais c'est que, entre guillemets, les gars, j'imagine, ils ont sauté des étapes de technologie qui font qu'il y a eu des gaps, et du coup, des gaps qui leur permettent d'avoir une identité mentale qui peut d'adopter plus rapidement des technologies de plus en plus performantes. Comment ça se passe justement cryptocurrency Sénégal, en Afrique? Ouais, la crypto, c'est une donne qui est là. Les gens en parlent de plus en plus. Les gens investissent, ils utilisent. Il y a des gens qui utilisent la crypto, qui essaient d'investir dessus et qui essaient de sensibiliser d'autres personnes pour les convertir à ça. Bon, généralement, c'est des jeunes qui sont connectés à la tech, qui ont un intérêt fort par rapport déjà à tout ce qui est fintech et également à la crypto, à l'investissement, au trading, etc. etc. Donc, il y a quelques nouvelles entreprises en Afrique qui essaient de faire ça, d'aider les gens à investir sur des plateformes de trading, également de crypto ou d'achat de bitcoin, etc., etc. Tu as parlé d'un saut. Moi aussi, c'est comme ça que je l'analyse en fait, parce que pour moi, ça ne correspond pas encore à un besoin réel de la population africaine, vu généralement. Pourquoi? Jusqu'ici, c'est des niches bien précises de jeunes qui sont connectés par rapport à ça et qui essaient de faire des choses. Après, en même temps, je pense que d'un point de vue observateur, je pense qu'on va vers, mais les gens y vont avec beaucoup de prudence parce qu'on a vu des tentatives de détournement, des gens qui ont perdu de l'argent avec ça et tout, quoi. Donc, c'est ça qui fait peut-être qu'il n'y a pas encore un engouement fort par rapport à la crypto pour un pays spécifique comme le Sénégal. Mais disons que ça viendra quoi, au fur et à mesure. Tout à l'heure, le gouvernement, vous voyez, qui poussait plutôt les jeunes à entreprendre, Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, au Sénégal, déjà comment est-ce qu'il a vraiment un contrôle total sur le pays? Est-ce qu'il est plutôt, on va dire, frauduleux? Est-ce qu'il est plutôt acheté potentiellement par l'État? Comment ça se passe? Alors, ou est-ce qu'au contraire, il y a du nationalisme et une volonté d'avancer de son sens? D'un point de vue économique, côté technologie, c'est un gouvernement qui soutient beaucoup l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Je t'ai donné l'exemple de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, donc, qui finance des porteurs de projets, qui a principalement deux missions. Ce qu'on appelle l'offre de services non financiers, c'est de l'accompagnement technique, de la formation, de l'orientation, du renforcement de capacités, etc. Et l'offre de services financiers, c'est du financement pour les porteurs de projets, jeunes et femmes. C'est pour ça que cette structure a été créée. Avant, on avait l'ADPME, dans le développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Pour les entreprises qui sont beaucoup plus matures, on a le bureau de mise à niveau qui permet de mettre à niveau des entreprises, de les aider à se développer, à passer à l'échelle, à augmenter leur chiffre d'affaires, etc. On a l'ACPEX qui aide des entreprises sénégalaises à exporter leurs produits un peu partout dans le monde. Donc, on a tout un tas d'initiatives publiques au Sénégal qui accompagnent les porteurs de projets à se développer, à se positionner à l'international, à les amener à participer à des forums, etc., etc. Après, je pense que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts depuis la création de l'APIX, qui est l'agence pour la promotion des investissements et des grands travaux pour tout ce qui est doing business
pour être un environnement attractif pour les investissements directs étrangers. Le Sénégal a créé une zone industrielle à Diamniadio où aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises chinoises, indiennes, etc. qui sont en train de s'installer. Et au niveau de Diamniadio, on va avoir un parc de technologies numériques où il va y avoir un incubateur, un data center et d'autres infrastructures qui vont attirer en fait beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs au niveau du pays. Donc disons que il y a beaucoup d'efforts au niveau des pouvoirs publics qui sont en train d'être faits pour promouvoir la destination Sénégal et vendre la destination Sénégal. Donc, deuxième partie de l'interview. Là, on va rentrer donc un petit peu plus dans le cœur du sujet, dans le cœur du réacteur. On a pu voir du coup que tu étais entrepreneur. Tu as accompagné des startups à se lancer. Comment ça se passe un petit peu le processus d'accompagnement pour lancer des startups de A à Z globalement? J'ai une idée jusqu'à il y a une startup qui naît et qui offre des solutions à des problèmes. Accompagner des startups, c'est un processus assez long, mais c'est un processus assez passionnant parce que ça demande beaucoup d'énergie, de créativité, de test and learn pour apprendre le maximum du marché et pouvoir s'adapter. Parce que quand on amène un nouveau produit sur un marché, il faut le vendre. Il faut créer une certaine forme d'appropriation de la part des clients. Moi, pour ma part, quand j'ai fini mes études, avant même de finir, quand j'étais à l'université, j'ai fréquenté l'incubateur. Donc c'est là où j'ai commencé à m'initier à l'entrepreneuriat et à découvrir comment on pourrait passer, comme tu dis, d'une idée à un projet. Donc quand je suis sorti, j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'opportunité de coordonner des programmes d'accompagnement. Le premier, c'était ACTEC Dakar, qui est le premier incubateur d'entreprise TIC en Afrique francophone. Donc je coordonnais un programme qui s'appelait Adacetic, où il y avait 16 startups dans 3 domaines, la fintech, la e-santé et le e-tourisme. Donc c'est avec ces jeunes-là qu'on apprend à structurer des idées de projet. Donc CETIC Dakar, un programme d'accompagnement de startups, 16 startups sur la fintech, la e-santé et le e-tourisme. Donc là, on apprend à encadrer ces jeunes avec un pool d'experts pour qu'ils puissent structurer leurs idées, asseoir un bon business model. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu leur as apporté? Moi, j'étais coordonnateur du programme. Donc, mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes les activités du programme puissent se dérouler comme il faut, que les startups soient encadrés, qu'ils soient formés, qu'ils soient appuyés techniquement parlant et qu'à la fin, les meilleurs d'entre eux puissent avoir accès au financement, le seed fund dont ils ont besoin pour passer à l'échelle. Donc, sur des marchés spécifiques comme le Sénégal et l'Afrique, c'est pas facile en fait de lancer des produits technologiques parce qu'il faut faire en sorte que les destinataires finaux, les clients, qui puissent comprendre l'importance du produit, les avantages du produit, les enjeux qu'il y a derrière pour eux-mêmes et pour le pays et le continent et qu'ils puissent faire du produit le produit à eux-mêmes, qu'ils puissent s'approprier. Et c'est avec ça qu'on peut avoir du volume, c'est-à-dire avoir beaucoup de clients qui utilisent notre plateforme et créer un chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que la technologie, je pense, pourra se développer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait un bond important en avant. Les Africains consomment de la technologie, ils sont conscients de la technologie, ils sont digital awareness et les plus jeunes sont digital natives. Ils consomment quoi comme technologie? Ils consomment des applications, des plateformes de transfert d'argent, des plateformes pour la santé, pour le suivi de dossiers médicaux, des plateformes de conseils professionnels. Les agriculteurs utilisent des plateformes de conseils sur des pratiques culturelles. Donc les Africains consomment de la technologie basée sur des smartphones, bien sûr, qui est beaucoup plus en vogue, quoi. Et donc, à ce compte-là, c'est quoi le futur pour toi? Le futur, pour l'Afrique, le futur, c'est, je dirais pas de rattraper le retard qu'elle a perdu, mais de s'assumer, parce qu'elle est appelée à jouer un rôle extrêmement important les 30 prochaines années. Sa population va augmenter. On voit de plus en plus cette tendance que l'Afrique se positionne comme l'usine du monde. Donc on va former ici du capital humain. On va former en Afrique des professionnels
qui iront travailler partout dans le monde. On voit de plus en plus des entreprises venir recruter en Afrique, notamment dans l'IT. Donc on voit de plus en plus des entreprises venir recruter en Afrique. On voit d'autres qui viennent s'installer et qui recrutent des jeunes talents. On a vu Atos au Nigeria, tu as Andela qui forme et qui positionne des talents. Donc ça c'est important. L'Afrique doit se positionner beaucoup plus dans ça, dans le capital humain, parce qu'on va avoir une population qui va augmenter, tandis que le reste du monde va continuer à avoir une population vieillissante. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est de miser sur la formation en fait, de ce capital humain, de faire en sorte que le système d'éducation et d'enseignement supérieur soit à jour, soit aligné par rapport aux standards internationaux, que les gens n'aient pas forcément besoin de voyager pour apprendre. Ça, c'est un autre enjeu qui est extrêmement important, mais c'est de faire en sorte d'être indépendant financièrement. Et quand je parle d'indépendance financière, j'évoque bien entendu la question de la monnaie. Si je prends la zone CFA, c'est une monnaie qui est baquée sur l'euro. Et donc, on ne peut pas parler à ce niveau-là d'une indépendance financière et économique totale. Donc, ce dont il est question ici, c'est d'indépendance, c'est d'autonomie économique, mais c'est de s'assumer, c'est d'assumer sa place dans le monde et de jouer un rôle qui soit un rôle plein et qui soit un rôle d'égal à égal, pour qu'on puisse plus considérer l'Afrique comme un continent avec des richesses. Il faut y aller, les exploiter, etc., etc. Mais qu'on puisse considérer les Africains dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant où chacun apporte sa valeur ajoutée, ses avantages comparatifs dans un commerce mondial. Est-ce que c'est vrai cette idée reçue qu'on pourrait dire, si c'en est une, que l'Afrique, de par ses ressources ou d'autres choses, s'est faite exploiter? Oui, ça c'est pas une idée reçue, c'est une donne, c'est un constat réel depuis avant les indépendances, la période Donc toujours dans cette vision du futur, pour toi, maintenant que donc, tu souhaites te développer, lancer tes propres projets, c'est quoi en ce moment ton plus gros projet et donc Alors, mon plus gros projet, c'est une plateforme. C'est une plateforme de mise en relation entre des investisseurs et des entrepreneurs. Donc, c'est ça parce que j'ai travaillé dans l'écosystème entrepreneurial, dans ce qu'on appelle les incubateurs, pour accompagner des entrepreneurs. Ça m'a permis d'avoir une ouverture sur l'écosystème entrepreneurial, sur les secteurs qui marchent. Également, d'être en contact avec des investisseurs qui sont intéressés par l'écosystème africain. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un gap en termes de données. Les investisseurs cherchent des projets en Afrique qu'ils vont financer. Ils ne savent pas exactement où aller pour les trouver. Les startups, les entreprises tech, plus spécifiquement en Afrique, cherchent des investisseurs, ils ne savent pas exactement à qui s'adresser. Donc, il faut créer une ligue, il y a une plateforme où on propose les meilleures solutions, les meilleures innovations qui se font en Afrique et qui méritent de bénéficier de financement de la part des investisseurs. Donc, je pense qu'il faut créer de la connaissance, créer de l'information autour de l'écosystème startup, de ce qui se fait en termes de création d'entreprises, autour des idées innovantes qui sont mises sur pied par des jeunes et qui règlent des problèmes réels. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, à la base, c'est ça, c'est de créer des idées et des solutions qui viennent résoudre des besoins et des problèmes. Et du coup, toi, justement, c'est quoi le processus qui t'a amené à ça? C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est un processus donc, pour trouver des problèmes, pour pouvoir les résoudre. Donc, comment t'en es venu? Tu as identifié un problème, puis derrière ça, tu as utilisé des connaissances pour faire en sorte de le résoudre, et également peut-être une partie financement. Comment est-ce que tu en es venu à trouver un problème? Donc, comment est-ce que, basiquement, on peut trouver un problème? Comment est-ce que tu en es venu à trouver les bonnes connaissances pour savoir comment résoudre ce problème? Et derrière ça, comment tu fais pour financer ce projet? D'accord. Pour trouver une idée de projet déjà, il faut se positionner en observateur. C'est-à-dire, tu travailles dans un secteur, tu observes ce qui se passe par rapport au secteur, tu discutes avec les acteurs du secteur, tu participes à des événements, des talks, à des conférences, tu fais de la veille informationnelle sur le secteur. Donc, quand tu le fais de manière continue et pendant un certain temps, tu vois se dégager un certain nombre de tendances. Tu vois ce qui peut marcher, tu vois là où il y a des problèmes qu'il faut régler, tu vois les gaps à combler. Et à partir de ça, tu te dis, je pourrais faire telle chose. Généralement,
c'est de là que part l'entrepreneuriat. Quelqu'un est confronté à un problème ou à une situation où il observe dans son écosystème une problématique réelle qui n'est pas encore résolue et se dit, ah top, moi je peux proposer cette solution pour régler ce problème-là que j'ai constaté moi-même parce que je suis observateur, acteur. J'ai observé en fait l'évolution de ce secteur deep down en tant qu'acteur pendant une certaine période. Et je pense que si je fais telle et telle chose, je pourrais résoudre le problème. À partir du moment où tu trouves l'idée, en fait, ce qu'on appelle l'idée de projet, ce que tu veux faire, le next step, c'est de pouvoir structurer l'idée. D'accord. Ouais, parce qu'il ne s'agit pas juste de lancer un projet, il s'agit de dire exactement comment est-ce que je vais le lancer. Donc cette partie-là, c'est une partie extrêmement importante et c'est pourquoi il faut créer de plus en plus d'incubateurs. Comment est-ce que tu fais toi pour structurer une idée? Je réunis toutes les données que j'ai par rapport au projet. C'est quoi une donnée? Une donnée, c'est une information. Okay. Il peut être une information stratégique. On va dire, pour toi, à quel moment tu dis cette donnée est intéressante? Quelles doivent être les caractéristiques de cette donnée qui vont te faire dire, ok, j'ai fait ma veille, donc j'ai absorbé un maximum de données dans ton secteur, donc tu as observé des tendances, et donc à partir de là naissent des problèmes. C'est quoi pour toi une bonne donnée, une bonne information? Une bonne information, c'est une information à partir de laquelle on peut prendre des décisions. On peut prendre une décision. Quel type de décision? Des décisions pour faire avancer son projet. Je donne un exemple simple. Si on dit la fintech, c'est le domaine qui lève le plus de fonds en Afrique, donc là, ça peut créer un déclic. Ça peut créer un déclic chez quelqu'un qui a observé le secteur de la fintech pendant un certain nombre de temps, qui s'y intéresse et qui peut-être est en train de réfléchir à comment créer une solution fintech. Si on lui dit c'est le secteur qui lève le plus de fonds, donc ça peut créer un déclic chez lui. Okay. Si on lui dit en même temps que dans la green tech, c'est le secteur c'est également l'un des secteurs qui lève le plus de fonds. Les levées de fonds dans la climate tech, la green tech, les énergies vertes, le renouvelable, le développement durable, tout ça, ça explose. Ça crée pas juste de l'intérêt en fait. Pour un observateur, c'est une donnée qui doit appuyer une décision. De se dire, maintenant, j'ai un argument de plus pour passer à l'étape, pour faire le bon, pour créer un projet dans ce secteur-là, parce qu'il y a des fonds. Parce qu'on sait que la problématique principale de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est le financement, c'est la levée de fonds. Ok. Donc, dans un premier temps, tu vas analyser, tu vas trouver les bonnes données, les bonnes informations. Donc, tu vas trouver une idée, une solution, tu vas venir structurer cette idée. Donc, derrière ça, il y a la partie de fonds. Comment tu fais, toi, pour trouver des fonds? Alors, pour trouver des fonds, là aussi, je pense que c'est un travail d'information. Pour moi, la data et l'information, c'est la base de tout. Sur tout le processus de l'entrepreneuriat, depuis l'idée jusqu'à la structuration, lancer le pilote, tester pour dire que ça marche. J'ai un proof of concept et ensuite faire tourner la chose pendant un certain nombre de temps et commencer à lever des fonds en seed, ensuite en série A, série B, etc. Pour lever des fonds, il faut cibler en fait des acteurs. Il y a plusieurs schémas qui sont possibles. À la base, on voit des gens qui participent à beaucoup de concours. Agritech Challenge, FinTech Challenge, etc. Tu lèves un peu de fonds et tu en profites pour te faire connaître. Ça, c'est beaucoup dans des écosystèmes entrepreneuriales comme le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest. Après, pour lever beaucoup plus de fonds, il faut avoir éprouvé son modèle. Il faut avoir prouvé que ça marche, avoir des métriques. Et à ce moment-là, on peut bâtir un business model solide. Et échanger avec des investisseurs, c'est-à-dire aller déposer son dossier chez des investisseurs ou se faire approcher par des investisseurs. À ce moment-là, il faut défendre le projet, faire tout le processus de due diligence, donner toute la documentation, parce que le processus d'investissement, c'est un processus de confiance. Une personne qui gère des fonds et qui vient placer ses fonds sur ton entreprise, il doit avoir... Parce que le problème, c'est que si on n'a pas les cravate, on est censé. Ok, donc on vient lever des fonds. Donc je disais, le processus de levée de fonds, c'est une question de confiance. Donc il y a tout ce qui est due diligence à faire, mettre à disposition toute la documentation sur l'entreprise pour aider l'investisseur à prendre la décision d'investissement et de dire je mets tant
sur la boîte, sur l'entreprise. Et ça, c'est une question de confiance. Donc, après avoir gagné des challenges, des concours, maintenant qu'on connaît, etc., qu'on a un positionnement dans son segment de marché, qu'on a son proof of concept, l'idée qu'on a imaginée, on a prouvé que ça marche, on a des métriques, on peut faire une stratégie d'approche, aller voir des investisseurs pour lever des fonds. Ces investisseurs-là, par rapport au Sénégal et à l'Afrique de l'Ouest, ils viennent de plus en plus, ils sont intéressés. Parce qu'il y a le marché, il y a un potentiel extrêmement important sur des secteurs comme la fintech, sur tout ce qui touche à la livraison, sur l'agritech, etc., etc. Donc, je pense que quelqu'un qui a une bonne idée ne doit normalement pas avoir de problème à lever des fonds. D'autant plus qu'il y a des mécanismes d'investissement au niveau national. Au Sénégal, il y a la DER qui investit sur des projets, il y a l'ADPME qui accompagne et qui organise des challenges, il y a le bureau de mise à niveau, et on a des investisseurs privés. Il y a des organismes, ok. Ouais, il y a des organismes publics, privés, des bailleurs comme l'AFD, avec Proparco et d'autres structures qui financent des projets. Donc, la question de l'investissement, elle est moins compliquée qu'elle l'était auparavant. L'essentiel, c'est d'avoir une idée et prouver que cette idée-là marche et être en mesure de convaincre des investisseurs. Ok, ok, super. Et du coup, donc toi, dans cet objectif-là, tu vas donc lancer tes projets donc dans la fintech, dans la green tech, et donc tu as suivi ce processus, tu as accumulé de la data, tu as trouvé donc un problème dans un secteur, et donc en fonction de cette tendance, tu as trouvé une solution, une idée, donc là tu vas venir lever des fonds donc, auprès de plusieurs organismes. Et donc maintenant, il y a pléthore de choix, mais ça, ce sont des choses qui demandent du courage, de sortir de sa zone de confort, etc. Toi, qui est-ce qui t'inspire le plus? Le président Obama, c'est quelqu'un qui m'inspire en tant que leader, du point de vue de son parcours. Ok. C'est quelqu'un qui est africain-américain, Ok. qui s'est battu, qui a cessé contact avec son père très tôt, qui a été élevé par sa mère et ses grands-parents, qui s'est battu, qui a fait des études à Harvard, la meilleure université du monde, qui a dirigé la revue de loi de Harvard, la Harvard Law Review, et ensuite qui a eu un engagement communautaire extrêmement important dans les quartiers sud de Chicago. De manière globale, en plus de ces actes, qu'est-ce qui est inspirant? Qu'est-ce qui t'inspire vraiment chez une personne? Je pense la résilience. La résilience, c'est une valeur qui m'inspire beaucoup chez les gens. C'est cette capacité-là à pouvoir faire face aux épreuves, à relever les défis, les challenges, à continuer de se battre, même quand c'est dur. Parce que quand c'est pas dur, c'est facile pour tout le monde. Mais là où on voit les vrais leaders, les vrais managers, qui sont capables de mobiliser des gens dans une vision et d'y croire jusqu'au bout, c'est des gens qui sont résilients. Et la résilience, à la fois en politique, à la fois dans la création d'entreprises, à la fois en entrepreneuriat, c'est une donnée extrêmement importante. Je pense que pour revenir à l'entrepreneuriat, les entrepreneurs africains, c'est des gens qui sont très résilients. Parce que c'est un écosystème où tout n'est pas donné. Et il faut se battre pour pouvoir y arriver. Donc, moi, la valeur résilience, c'est une valeur en laquelle je crois. Et c'est une valeur que j'apprécie. Et pour moi, on ne peut pas réussir si on n'est pas résilient, notamment dans le monde dans lequel nous sommes, où on ne sait pas de quoi demain sera fait. On a des épidémies, on a des crises économiques, on a des tas de choses qui arrivent et qu'on ne peut pas forcément anticiper. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être bien préparé, il faut être résilient pour être en mesure de pouvoir exister, avancer et évoluer. Ok. Et du coup, dans cette optique-là, si tu avais un message pour la jeunesse, pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? À la jeunesse africaine, je leur dirais d'abord de chercher de la connaissance. Pour moi, la connaissance, c'est la base. Quand on n'a pas le savoir,
on ne peut pas faire. Il faut d'abord connaître, savoir pour pouvoir faire, produire quelque chose qui ait de la valeur ajoutée et qui soit adopté par les gens au niveau global. Donc pour moi, la jeunesse africaine doit bien se former, avoir les compétences, être sur les standards internationaux en termes de formation, de compétences, de compétitivité, et ensuite être conscient des enjeux de l'heure. Parce que notre continent est appelé à jouer un rôle extrêmement important. Et ça se voit déjà avec le boom de la technologie, de création d'entreprises, l'engouement qu'ont les investisseurs pour l'Afrique. Et il faut que la jeunesse africaine soit au cœur de cette dynamique et qu'elle puisse jouer son rôle pleinement. Et pour ça, il faut qu'elle soit bien formée, il faut qu'elle ait les compétences, mais il faut qu'elle ait une conscience africaine, que personne ne viendra en fait développer notre continent à notre place, que c'est à nous de le faire et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert où il n'y a pas de frontières, on peut aller se former où l'on veut, on peut travailler où l'on veut et on peut revenir créer de la valeur en Afrique, on peut revenir créer des partenariats en Afrique, gagnant-gagnant, on peut revenir lancer des entreprises en Afrique et participer à l'essor de notre continent pour ne pas que la future richesse qui va être créée en Afrique qu'elle soit captée par des étrangers, mais que nous, Africains, on soit acteurs de cette transformation économique et structurelle qui est en cours. Intéressant. Et justement, dans cette optique, toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Ce qui me fait peur, c'est l'instabilité dans laquelle en fait, le monde évolue. On ne sait pas trop où l'on va. Il y a des logiques de changement climatique qui sont en cours. Sur le plan économique, on ne peut pas dire que le monde est dans une stabilité. Il y a toujours des crises qui peuvent advenir. Donc, pour moi, il y a ces deux défis extrêmement importants auxquels l'Afrique et le monde est appelé à faire face sur le plan du climat et également sur le plan de l'économie. Donc, s'il y a des choses qui peuvent faire peur à quelqu'un, ce sont ces deux donnes-là. Mais, comme je disais tout de suite, il faut être résilient, c'est-à-dire il faut anticiper sur ça et voir ce qu'il est possible de faire et de le faire. C'est-à-dire que chacun, là où il est en fonction de ce qu'il peut et en fonction de ce qu'il a comme connaissance, qu'il essaie de s'engager, d'être acteur pour anticiper sur ces dangers-là qui nous guettent, notamment le changement climatique et notamment l'économie, pour faire en sorte que nos économies puissent s'en sortir et que le monde ne puisse pas continuer de fonctionner en deux poids, deux mesures, qu'il y ait des économies qui s'en sortent et qu'on puisse continuer de voir dans des parties du monde comme l'Afrique de la pauvreté. Et pour ça, il faut que les Africains et les jeunes Africains notamment qui s'engagent dans le développement économique de leur continent, qui puissent contribuer, participer à cela pour que l'Afrique ne soit pas laissée en rade dans cette logique de développement du monde et qu'on puisse retrouver notre place dans le développement économique international. Ok, pertinent. Et du coup, dans cette optique, est-ce que tu penses que l'Afrique, précisément le Sénégal, parce que forcément, c'est de là que tu viens, que tu as tes compétences, que tu as été élevé dans ta zone que tu maîtrises, c'est le Sénégal précisément, que un jour, si oui, d'ici combien de temps, de quelle manière, je refais la prise, donc que d'ici combien de temps, de quelle manière, dépasser l'Occident dans ses avancées technologiques, sociétales, etc. Bon, disons déjà que je ne vais pas reformuler la question, mais je disais, notre objectif, ce n'est pas de rattraper l'Occident. Notre objectif, c'est d'être au meilleur de nos potentialités. Notre objectif, c'est de bien former notre jeunesse. Notre objectif, c'est de créer de la richesse, du bien-être, pour ne pas dire développement, qui est partagé par l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des Ouest-Africains, l'ensemble des Africains. C'est ça, c'est que de faire en sorte que les gens, quand ils naissent et grandissent en Afrique, qu'ils puissent se sentir dans un environnement économique favorable, où ils peuvent être bien formés, où ils peuvent avoir un emploi décent, où ils peuvent être bien soignés,
sans être obligé d'aller à l'étranger pour Ok, je comprends. avoir accès à des services qui sont des services de base. Donc pour ça, il faut qu'on se batte et qu'on puisse créer un dynamisme économique qui puisse créer de la richesse. Le Sénégal, en ce qui le concerne, a eu des découvertes de pétrole et de gaz. Donc c'est des ressources financières supplémentaires qui sont injectées dans le budget du pays, qui vont permettre au pays d'investir sur d'autres secteurs prioritaires comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. Mais je pense qu'il faut également investir sur l'industrie pour pouvoir transformer en fait ce que nous produisons en Afrique. C'est une problématique, une question qui est là depuis des décennies et qui ne parvient pas à être réglée. Ce n'est pas valable que pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, beaucoup de production de cacao, mais pas de transformation en local. Donc, il y a tous ces défis-là qui sont là devant nous et je pense que c'est le rôle de la jeunesse africaine d'abord d'être conscient de ces enjeux, mais de s'engager pour résoudre, pour trouver des problèmes, une panacée à ces problématiques et pouvoir faire en sorte que le développement économique de l'Afrique soit une réalité, le bien-être de l'Africain en Afrique soit une réalité. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tes projets, je sais pas, sur des choses qui te tiennent à cœur ou autres avant de terminer cette interview? Je veux juste dire aux jeunes Africains de continuer à se battre, de croire en eux-mêmes, de croire en leur potentialité et de beaucoup s'initier à la technologie. De beaucoup s'initier à la technologie parce que le monde de demain, c'est un monde qui est basé sur de la technologie. Donc, les gens qui ne sont pas connectés à la technologie, ils seront un peu laissés en rate. Et l'Afrique et les Africains ne doivent pas rater ce rendez-vous-là. Je pense que, je ne vais même pas dire ce rendez-vous, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Et donc, il faut que les gens puissent, au-delà des formations générales qu'ils font, qu'ils puissent se connecter à la technologie, qu'ils puissent être formés, avoir des digital skills sur des technologies de pointe, la big data, l'intelligence artificielle, la blockchain, la metaverse, pour ne pas qu'on puisse développer des choses en Occident et venir nous les imposer, mais que nous-mêmes nous soyons prêts à accueillir ces technologies et que nous soyons prêts à produire du contenu par rapport à ces technologies-là, que nous soyons plus consommateurs, mais que nous commencions à produire. Et pour que nous puissions commencer à produire, il faut d'abord qu'on soit formé, on ait des digital skills. Donc la connaissance. Oui, de la connaissance sur la technologie. Quelqu'un peut être formé en management, mais il peut faire une spécialisation en big data, il peut faire une spécialisation en intelligence artificielle, il peut faire une certification sur des compétences en fait, technologiques qui puissent lui permettre de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi la big data, c'est quoi la blockchain, c'est quoi le trading, c'est quoi la crypto, c'est quoi la metaverse. Parce que demain, ce sont ces technologies-là qui vont changer le monde et l'Afrique et les Africains doivent être au rendez-vous de cela. Pertinent. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Okay. Sur Twitter, je suis Dany Renda. Okay. Dany Renda veut dire avoir et partager dans ma langue locale. Le Pulaar. Langue locale qui est quoi du coup? Pulaar. Le Pulaar? Ouais, c'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays africains. T'as quelques mots à nous dire? Hein? T'as quelques mots à nous dire? Bandiraɓe sehlaaɓe mi salminimon komin Birane Salane Ion waddata interview e Romain Bachelier sehilam français gondumi momi janguidata pour haalde kala ko fati e économie leydi men et responsabilité men en tant qu'Africain et aduna. Ok, tu m'enverras la traduction, comme ça je peux mettre les sous-titres. Yes. Eh bien écoute, prends soin de toi, et puis on avance. Merci Romain. Avec plaisir. C'est gentil.